Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mike pour la lecture et l'analyse du nouveau codex Officio Assassina Room qui est paru dans le White Dwarf de mars. Tout à fait. En fait, je serai votre maître assassin en compagnie de Evie pour vous expliquer tout ce qui va être ajouté grâce à ce mini codex qui va apporter de la fraîcheur, du close, du tir, de la subtilité tactique pour toutes les armées de l'Imperium. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Mike pour découvrir donc ce qui se cachait dans le White Dwarf du mois de mars, et c'est pas moins de 22 à 23 pages qui étaient consacrées justement aux nouveaux assassins. Entre leur fluff, des visuels et aussi des conseils de peinture, c'était vraiment une super bonne surprise de les voir ressortir ici, surtout que après les facs, c'était beaucoup plus compliqué de les jouer dans la version d'index. Avant qu'on rentre justement dans leurs règles qui vont être spécifiques, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui risque d'apporter au niveau du méta? Alors, ça risque d'aider beaucoup la soupe impériale. Donc, c'est-à-dire SM, GI, Sista, AdMech, tous ces codex qui ont accès à déjà pas mal de mix entre eux, là, ils ont quelque chose d'en plus, un mini-codex qui va apporter donc des stratagèmes, qui va revoir les règles de tous les assassins, donc les 4 qu'on connaît, et c'est pas mal. En fait, c'est vraiment apporter plein d'options tactiques qu'on n'avait pas forcément avant, aux joueurs impériaux. Alors c'est intéressant que tu parles vraiment de l'Imperium au global, puisque ça va nous permettre aussi de rentrer dans les règles qui vont être spécifiques, sous-entendu les listes d'armées d'Officio Assassinarum avec l'aptitude déjà force d'exécution. Si votre seigneur de guerre a le mot-clé Imperium, vous pouvez inclure cette unité à votre armée en tant qu'élément d'un détachement d'avant-garde, même si ce détachement ne contient aucun QG. Dans ce cas, le bonus de commandement de ce détachement devient aucun, sous-entendu on ne va pas gagner de points de commandement, à moins qu'il ne contienne exactement un Vinticaire, un Calidus, un Eversor et un Culexus. Donc il faut les 4 persos, mais exactement un. Donc on va en mettre 5, hein. C'est vraiment 4. A savoir que là, on va avoir la latitude de jeu d'avoir 0 point de commandement, mais en utilisant un slot de détachement d'avant-garde. Mais on va le voir juste après, au niveau de leur stratagème générique, sous-entendu, qui ne nous oblige pas à avoir tel ou tel assassin, on va être capable d'en invoquer un dans n'importe quelle liste d'armées, sous réserve d'avoir le mot-clé Imperium. On y viendra juste après. Au niveau du Warlord. Exactement. Ensuite, autre règle, ça va être agent indépendant. Cette figurine ne peut jamais avoir de trait de seigneur de guerre. Au déploiement, vous pouvez dissimuler cette figurine au lieu de la placer sur le champ de bataille. À la fin d'une de vos phases de mouvement, elle pourra être placée à 9 pouces de toute figurine ennemie. On n'oublie pas qu'encore une fois, on est dans l'ère de la Big Fac. Ça ne peut donc pas se faire au tour 1 et que la figurine est automatiquement détruite si à la fin du tour 3, elle n'a pas été placée. Tout à fait. Ensuite, on va avoir la règle donc pour chacun d'eux, réflexe éclair, sous-entendu, l'ensemble de ceux-ci auront une invulnérable à 4+. Tout à fait. Donc ça, c'est des règles classiques qu'on avait déjà dans l'index. Yes. Avant de s'intéresser au profil, on va s'intéresser aux stratagèmes qui vont être génériques. Et déjà là, on a la bonne surprise de voir que si votre armée est réglementaire et contient le moindre détachement Imperium, vous avez accès à présent au stratagème suivant. C'est ça. Donc, contrairement au codex classique, où pour avoir, par exemple, je joue AdMech, pour avoir mes stratagèmes AdMech, il me faut un détachement AdMech, enfin, ce qui est logique, hein. Là, en fait, les assassins, pour débloquer tous leurs stratagèmes, il faut juste avoir un détachement Imperium. En fait, on pourra donc invoquer un assassin sans détachement et il aura accès à ses stratas. Donc ça, déjà, ils ont pensé à ça à Games et c'est déjà bien. Yes, ça voudrait dire qu'en gros, à 2000 points, on pourra utiliser les 3 slots de détachement pour se faire plaisir et on ne sera pas obligé justement d'en lock un pour ça. Grâce justement au stratagème demande d'agent autorisé, qui vaut de 1 à 3 PC. Ce stratagème coûte 1 PC si vous disputez une partie en jeu égal ou 3 PC pour le narratif. Vous ne pouvez l'utiliser que si votre seigneur de guerre a le mot-clé Imperium. Utilisez ce stratagème au déploiement. Ajoutez un Officio Assassinarum de votre choix à votre armée. Sous-entendu, c'est le mot-clé qui permet de derrière sélectionner un des 4 assassins. Rappel, en jeu égal, vous devez payer des points de renfort pour chaque nouvelle unité ajoutée à votre armée. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille. Ça voudrait dire en gros que vous pourrez avoir un assassin au choix, maximum par contre, mais vous n'aurez pas besoin d'utiliser ce fameux slot de détachement. En fait, avant, souvent, on voulait prendre un seul assassin, donc on prenait des échelons auxiliaires qui permet d'avoir un slot pour au moins un PC. Bah là, ça équivaut à peu près la même chose, parce qu'on paye bien un PC, mais c'est pas un slot. Et on peut choisir en plus celui qu'on veut. Donc je joue contre un mec qui a des persos qui vont être en fort en aura pour m'embêter, je prends un Vindicaire. Il a un close, je vais prendre un Eversor. Enfin, vraiment, on peut vraiment adapter le choix qu'on fera de l'assassin contre l'adversaire. Et ça, c'est fort. Ça, c'est super fort. En plus, pour faciliter le choix, on va dire, ou en tout cas la liste, il faut savoir que tous les assassins vont être à 85 points. Tout à fait. Il suffit donc de jouer à 915, il suffit de jouer à 1915 ou ainsi de suite. Et derrière, vous allez avoir la latitude de jeu qui vous fait plaisir pour le choisir dépendamment de votre adversaire. Même en tournoi, on a le droit de le faire.
pour un PC. Et ça aussi qui est très fort, je trouve, dans ce stratagème, c'est qu'ils ont vraiment séparé le jeu égal du jeu narratif ou autre. Et donc ils se disent, en jeu égal, on paye des points. En jeu narratif, on paye pas de points. Du coup, on va séparer le coût de l'option. Et en jeu narratif, vous allez payer plus de CP parce que vous ne payez pas le point de la figurine. Par contre, quand vous payez la figurine, ça coûte moins cher en CP. C'est top. Alors, honnêtement, pour l'instant, tout est cohérent et super bien amené par Game Workshop, que ce soit justement ce que tu viens d'expliquer au niveau des PC en narratif versus en match play, et aussi le fait de débloquer ces stratagèmes avec le mot-clé Imperium. Tout à fait. C'est un mini codex, mais qui a été bien pensé pour le moment, en tout cas. Carrément. En autre stratagème Officio Assassinarum, on va avoir pour un PC menace prioritaire neutralisée. Utilise ce stratagème après qu'une figurine de personnage ennemi ait été tuée par un Officio Assassinarum de votre armée. Vous gagnez 2 points de commandement ou 3 points de commandement si ce personnage est le seigneur de guerre adverse. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois pour chaque figurine de personnage ennemi tué. Donc en plus, on a même le garde-fou pour le narratif qui fait qu'on ne pourra pas le spam. Donc ça, je trouve ça bien en fait qu'ils aient bien tout précisé. En fait, je trouve qu'ils sont améliorés dans la rédaction des stratagèmes. Ils ont pris en compte des remarques, il y a moins de discussions possibles. Et celui-là, il est quand même top parce qu'on se rend compte que quand on tue en perso, la récompense, c'est qu'on gagne un PC en gros. Parce que ça nous coûte 1 et on en gagne 2. Donc en fait, on gagne un PC quand on tue en perso. Systématiquement, il faudra en garder un dans la poche juste pour pouvoir en générer un deuxième au cas où. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est totalement fluff. L'assassin, à la base, est là pour tuer des persos. C'est ça dans le fluff que vous allez lire dans le white pour vous rendre compte. Et là, ils se sont dit, on va récompenser ça aussi dans le jeu. Le but, c'est de tuer un perso. Quand tu le fais, tu es récompensé par un chamallow. On passe maintenant au datasheet de chacun des assassins. On commence par le Vindicaire. Pour rappel, il vaut 85 points comme tous ses frangins. Il va avoir un châssis, sous-entendu un profil d'assassin standard puisqu'il va bouger de 7, toucher à 2+, au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 5 attaques, ça c'est le petit variable qu'on va avoir dépendamment des assassins, un commandement de 9 et une sauvegarde à 6, même si on n'oublie pas qu'ils ont tous une invulnérable à 4 grâce à réflexe éclair. Ensuite, il va avoir comme aptitude force d'exécution, un jeu indépendant et réflexe éclair, comme je viens de le dire. Donc toutes les règles en fait qu'on a déjà décrites au préalable. Ensuite, au niveau justement de son arsenal, il va être équipé d'un pistolet Exitus qui a une portée de 12 pouces, qui va faire un tir de force 4, PA-3, damage D3. À savoir qu'on ne peut effectuer aucune sauvegarde invulnérable contre les attaques de cette arme et qu'elle blessera toujours l'infanterie sur du 2+. C'est fort. Ça commence à être fort. Ensuite, il va avoir le fusil Exitus qui a une portée de 72 pouces, c'est-à-dire que tu peux tirer sur une autre table, qui va faire un tir de force 5, PA-3, dégâts D3, que aucune, encore une fois, sauvegarde invulnérable n'est possible contre lui et que ça blessera toujours sur du 2. Il va avoir la règle tireur d'élite qui fait que cette figurine peut cibler un personnage même s'il n'est pas la figurine ennemie la plus proche. De plus, à chaque jet de blessure de 6 non modifié obtenu par une arme de tir, les dégâts seront décis damage. Au lieu de D3. Exactement. Ensuite, on va avoir visée sans faille. Si cette figurine est restée sur place à sa phase de mouvement, elle touchera toujours sur du 2, quels qu'en soient les modificateurs. À savoir que, bien évidemment, ça ne s'applique pas sur le tir en état d'alerte. Ensuite, toujours pour pimenter un petit peu ces tirs, on va avoir masque d'espion qui fait qu'une figurine ciblée par le vindicaire n'aura jamais de bonus de couvert. Combinaison furtive qui fait qu'on devra soustraire 1 dès qu'on va vouloir lui tirer dessus et -2 si jamais elle est dans un couvert. Et enfin, une des règles les plus appréciables, ça va être entre les deux yeux. Après que cette figurine ait effectué une attaque avec une arme de tir, jetez 1 des 6 si une figurine ciblée a subi les dégâts de cette attaque sans être tuée. Sur 3+, la figurine subit une blessure mortelle. Si elle n'est pas tuée, on va ajouter 1 à ce jet de dés, sous-entendu ça sera sur du 4+, et la figurine continuera de subir une blessure mortelle. Et ce mécanisme va se faire jusqu'à ce que mort s'en suive, ou arriver tout simplement à 7 sur un jet de dés. Ou qu'on loupe le jet. Exactement, ouais. C'est déjà pas mal. Ensuite, il va y avoir des stratagèmes. Alors, des stratagèmes qui sont, je trouve, assez appréciables. Le premier qui coûte un PC, qui s'appelle Double Meurtre, et qui permet en fait au vindicaire de retirer. Mais attention, sur une cible différente, on ne peut pas tirer 2 fois sur la même. Et le second stratagème qui coûte aussi un PC, c'est la balle turbo-pénétrante qui fait que lorsqu'on tire sur un monstre ou un véhicule qu'on a touché, plutôt que de faire un jet pour blesser, en fait on fera automatiquement des 3 mortales. En gros, il va sniper les persos en 2+2+, s'il ne bouge pas, c'est horrible. N'importe quel perso qui se fait toucher, blesser, risque de mourir parce qu'il va continuer à blesser. Il peut en sniper 2 persos dans le même tour. Pour un PC, c'est super fort. Pour moi, ce qui est appréciable, finir un véhicule. On a fini le véhicule qui est au fond de cours là-bas, qu'on a tiré tout dessus, il reste 1 PV.
Donc un Ika, un volant, on est dégoûté, en fait, on ne pourra pas le tuer. Un Rhino qui garde un objectif. Hein. C'est ça. Et là, il fait, attends, 2 plus, pouf, des 3 mortales, c'est bon, réglé, remballe. C'est super fort. Ouais. Après, pour augmenter un petit peu sa durabilité, il va avoir une grenade aveuglante qui a une portée de 12 pouces qui va faire des 6 grenades. Cette arme n'inflige aucun dégât, mais à partir du moment où vous avez touché, alors elle devra soustraire 1 à ses jets de touche jusqu'à la fin du tour. En gros, c'est ce qu'on va utiliser en contre-charge. C'est ça, en fait, plutôt quand on se fait charger, plutôt que de tirer au pistolet pour faire un tir, qui peut potentiellement rien faire, on va plutôt tenter la grenade qui fait plus de tirs, parce que c'est un D6. Et donc, on pourra faire 2, 3, 4, et donc on a plus de chances de réussir à faire un 6 pour avoir -1. Parce que si c'est un assassin, il va quand même réussir à tenir. On touche à -1, il a un vue à 4. Il peut survivre et s'enfuir et recommencer à tirer. On enchaîne ensuite sur le deuxième assassin, c'est là où le Calidus. Là. Ouais, on est d'accord. Là, Calidus, c'est vraiment la trace de frein dans la liste d'armées adverses. Hein. C'est ça. C'est vraiment la casse-couille. Elle va avoir le même châssis, à savoir mouvement de 7, touche à 2+ au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 5 attaques, commandement 9, sauvegarde à 6, invulnérable à 4. Elle va être équipée d'un euro-laser qui fait qu'à 9 pouces, si on touche, on jettera 3 décidés. Et si le résultat est égal ou supérieur à la plus haute caractéristique de commandement, alors l'unité subira des 3 blessures mortelles. Ensuite, comme je disais, elle va avoir 5 attaques. Elle va pouvoir utiliser 2 armes, sous-entendu une épée de phase qui va être force utilisateur, soit force 4, PA-3, dégâts 2. Qu'aucune sauvegarde invulnérable ne peut être tentée contre cette arme. Et aussi des lames empoisonnées qui fait qu'à chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Cette arme blesse sur du 3+, à moins que ce soit un véhicule, auquel cas ça sera sur du 6 et ça sera reine de -1, dégâts 1. Si c'est une trace de frein, c'est pas pour ce profil, même s'il est assez séduisant, c'est surtout pour 3 aptitudes. Déjà, ça va être désengagement, qui fait que quand cette figurine va en retraite, elle va pouvoir tirer et charger normalement. Et aussi et surtout pour polymorphine et la confusion règne, puisque au déplacement, vous pouvez déguiser cette figurine au lieu de la placer sur le champ de bataille. À la fin d'une de vos phases de mouvement, cette figurine peut révéler son identité. Placez-la n'importe où sur le champ de bataille à D6 pouces plus 3 de toute figurine ennemie. En gros, si jamais tu jettes ton dé, tu fais 4, alors tu seras à 4 plus 3, 7, et tu pourras donc charger sur du 7. C'est surtout qu'on peut faire un 1, et donc on peut apparaître à 4 pas. Donc elle apparaît entre 4 pas et 9 pas de n'importe quelle cible. Pour une fois, on va faire un petit jet. Mais c'est super fort. Ah, c'est super fort. Et ensuite, la confusion règne. Si votre armée inclut une ou plusieurs figurines, donc c'est bien parce que ça ne va pas se stacker, au premier round de bataille, jetez un D6 chaque fois que l'adversaire dépense des points de commandement pour utiliser un stratagème. Sur 4+, l'adversaire doit dépenser un PC de plus que le coût théorique du stratagème. Et il précise néanmoins que cette aptitude n'affecte pas les stratagèmes utilisés avant le début de la bataille. Mais ce qui est fort avec ce pouvoir, c'est que, imaginons qu'il me reste 4 PC, je veux faire un Vect, et ben il me coûte un point de plus. Si j'ai pas le moyen de le payer, ça ne marche pas. J'ai perdu mes 4 PC. Donc, il faut toujours prévoir un PC de plus à cause de ça. Donc, c'est super fort. Ça perturbe toutes les stratégies d'armée qui se basent sur les CP. C'est intéressant ce que tu dis, puisque c'est vrai qu'en termes de cinématique, tu déclares un stratagème, le joueur, soit Culte, soit Drukhari, va déclarer qu'il utilise un Vect, on va donc lui sucer ses PC, il va jeter le dé pour savoir ce qui se passe. De 2 à 5, alors ça va lui coûter les PC et ainsi de suite. Toi, à partir du moment où il a déclaré et qu'on lui a sucé ses points de commandement, tu jetteras ton dé et sur un 4+, ça lui en coûtera un de plus. Ouais, c'est ça, c'est fort. Et puis s'il fait un 1, il va vouloir relancer son 1, il va sur un 4+, ça va encore lui recouter 1. Ça perturbe tous les plans d'armée qui se basent sur les CP. Donc il y a plusieurs armées dans le méta actuel qui se basent sur tour 1, 2, 3, 4, pas mal de PC. Et bien là, la Calidus, ça fait T1, c'est compliqué, t'en auras moins, donc tu vas pouvoir en profiter moins longtemps sur la game. Et c'est fort. En plus, il faut savoir que la Calidus a 2 stratagèmes. Mon préféré à moi, c'est Tromperie Suprême, qui combat totalement avec cette capacité de perturber les plans adverses, parce que pour 2 PC, en fait, on va pouvoir obliger l'adversaire à consommer un PC de plus sur un 4+, sur un round de plus. Donc ça veut dire que je peux le faire T1 parce que c'est la capacité native de ma Calidus, et puis j'ai envie de T3 ou T4 parce que c'est le moment où je sens qu'il a besoin des stratagèmes. Ou qui va de Vect, ouais. Ou qui va de Vect, et bien maintenant, boum, T3 ou T4, j'active le pouvoir pour 2 PC, qui marche qu'une fois par game, hein, et tu vas devoir, pendant ce tour, potentiellement payer un PC de plus pour tout faire. Donc c'est hyper stratégiquement important et perturbant pour l'adversaire. Le second stratagème de la Calidus s'active au début de la phase de mouvement, il coûte un PC, il s'appelle Acrobat, et ça permet à la Calidus de pouvoir advance et charger dans le même tour, donc déjà ça c'est fort, mais surtout il faudra
prévoir que l'adversaire aura -1 ACG de touche, aussi bien au tir qu'au close, pendant un tour. C'est super fort, ça va augmenter la durée de vie de la Caledus, surtout qu'elle est faite pour découper les persos qui ont de l'invue. On continue cette fois-ci avec l'Eversor, le petit teigneux de la bande. Celui qui a une sorte de truc là sur le visage tout blanc avec des yeux rouges et qui a un gros pistolet et de grandes mains comme Edor ou main d'argent. Ouais, j'aurais pu donner un gant à fist, mais passons. Il vaut lui aussi 85 points, il bouge de 7, il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 6 points de vie. Donc il a un PV de plus et il a surtout 6 attaques, donc 1 à 2 attaques de plus dépendamment des profils. Il va avoir un commandement de 9 et une sauvegarde à 6, mais puis on se souviendra qu'il a une invulnérable à 4+. Il va être équipé d'un pistolet exécutionneur qui va 12 pouces faire 4 tirs de force 4 PA -1, à savoir qu'on va pouvoir relancer les jets de blessure contre l'infanterie, c'est déjà très fort. Un Eurogantelet, c'est justement le gantelet à fist, qui va faire force +1 PA-1, dégâts 1, savoir qu'on pourra aussi relancer les jets de blessure, cette fois-ci contre tout le monde. Une épée énergétique, c'est le profil standard, force utilisateur, donc force 4, PA-3, dégâts 1. Et ensuite, il va aussi être équipé d'une bombe à fusion, portée 4 pouces, là c'est étonnant, grenade 1, qui va faire force 8, PA-4, damage D6, à savoir qu'on pourra relancer les jets de blessure contre les véhicules. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir bio-déflagration. Si cette figurine est réduite à 0 PV, jetez 1 D6 pour chaque unité ennemie à 1 pouce ou moins de cette figurine avant de la retirer du champ de bataille sur 4+. L'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Bon, déjà, il partira pas seul. Oui, mais c'est que l'adversaire. Hein. Oui, c'est vrai. Ensuite, il va avoir Matrice Sentinelle. À chaque fois qu'une unité ennemie bat en retraite étant à 1 pouce ou moins de cette figurine peut aussitôt effectuer une attaque de tir contre l'unité comme s'il s'agissait de la phase de tir. Sous-entendu, tu te désengages, tu te prendras 4 tirs sur 2+, de force 4, PA-1, dégâts 1, qui peuvent relancer les jets de blessure contre l'infanterie. Déjà, ça rigole pas. Mais c'est fluff, parce que c'est-à-dire que tu t'enfuis, derrière il a... Enfin, je dirais plutôt qu'il essaye de t'agripper avec son grand fist et derrière il tire dessus. Ensuite, il va avoir frénésie ou friendzone parce que c'est mal tapé ou mal traduit ou franzon. On va dire franzon. Voilà, il a franzon, c'est un nouveau mot, franzon. C'est ta première tétane parce que franzon, tu vois. Effectuer les jets de charge pour cette figurine avec 3d6 au lieu de dd6. De plus, ajouter 2 à la caractéristique d'attaque de cette figurine si elle a chargé à la phase de charge précédente. Le mec il sera à 8 attaques. Ensuite, on va avoir la règle Fureur meurtrière. Chaque fois qu'une figurine ennemie est tuée suite à une attaque d'arme de mêlée de cette figurine peut aussi effectuer une attaque supplémentaire contre la même unité. Ces attaques supplémentaires ne génèrent pas d'attaque à leur tour, encore heureux. De plus, cette figurine peut consolider jusqu'à 6 pouces au lieu de 3 pouces. Et ça, c'est super fort. C'est super fort. Lui, c'est monsieur, je vais déblayer toutes les unités de troupes ou à 1 PV classique. Parce qu'en fait, il a 8 attaques quand il charge. Dès qu'il tue quelqu'un, il va pouvoir re-attaquer. Charge à 3d6, c'est quand même vachement fiabilisé une charge à 9. C'est ça. Donc, dans le meilleur des mondes, hein, il peut tuer donc 16 figurines. C'est super rare, hein, il ne va pas y arriver. Mais potentiellement, en termes de létalité, c'est fort. C'est un peu le solitaire de l'Imperium. Hein. C'est ça. Lui, c'est moins tapé au close. Donc, monsieur Franzon a 2 stratagèmes. Le premier qui s'appelle hypermétabolisme, qui s'utilise à la fin de la phase de close pour 2 PC, qui permet à l'assassin de retaper. C'est fort, sachant que je vous rappelle, il peut consolider de 6 PS. La contrepartie, c'est que sur un 1, 2, 3, il se prend une mortale. Donc il peut se tuer. Hein, Le deuxième qui s'appelle surdose de stimulant, qui s'utilise durant une phase n'importe laquelle, qui va donner à l'assassin un film de peine à 4+. Donc monsieur va être très résistant. À savoir que ça s'utilise au début d'une phase, n'importe laquelle. Ça n'est pas précisé que ça doit être celle de l'ennemi ou la vôtre. Hein. Sous-entendu, ça peut être à sa phase de corps à corps s'il vous a chargé, ça peut être à la vôtre si jamais vous voulez charger. C'est très très fort, c'est une super figurine. Hein. Pour 85 points, il sera systématiquement rentable quasiment en termes de létalité pour aller chercher une troupe qui tient un petit objectif, une unité gardien de but, ou même un QG. Hein. C'est ça. Et surtout que ce stratagème peut s'appliquer durant la phase de tir adverse et la phase de close. Donc on peut avoir un mec qui est dur à tuer. Carrément, ouais. On enchaîne ensuite avec le dernier assassin, c'est le Culexus. Il vaut comme tous les autres 85 points. Lui aussi est une trace de frein. Il va bouger de 7, toucher à 2+ au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, il est un petit peu moins burné. Commandement de 9 et une sauvegarde à 6. Et on se souviendra qu'il aura bien évidemment une invulnérable à 4. Il va être équipé d'un Animus Speculum qui à 18 pouces va faire D3 tirs de force 5, PA-4, dégâts 1. A savoir que ça passe à assaut D6 s'il y a un psycheur ennemi à 18 pouces de lui.
Attention, hein, vous n'avez pas besoin de tirer sur le Psyker. Il doit juste y avoir une figurine ennemie Psyker à 18 pouces. Donc c'est très fort. Ensuite, il va être aussi équipé d'une grenade anti-psy qui fait à 6 pouces grenade D3, force 2, PA 0, dégâts 1. A savoir que chaque jet de touche de 6+, pour une attaque avec cette arme inflige une blessure mortelle à la cible au lieu des dégâts normaux si la cible de l'attaque est un Psyker ou un démon. On se dit que la grenade anti-psy, elle pue un peu la merde. Mais à côté de ça, on va avoir l'aptitude assassin psychique. Les attaques de cette figurine peuvent cibler un personnage qui est un psyker, même s'il n'est pas l'unité ennemie la plus proche. De plus, cette figurine peut effectuer une attaque de grenade anti-psy à la même phase, même s'il utilise son arme Animus Speculum. C'est totalement fluff par rapport à la figue. Exactement, où on le voit avec son gros masque, l'Animus, et qui a une grenade à la main. En fait, il peut faire les deux en même temps, en fait. Il est fort. Exactement. En termes d'aptitude, on va aussi avoir Abomination. Cette figurine ne peut jamais être ciblée ou affectée par des pouvoirs psychiques. Les psycheurs à 18 pouces ou moins d'un ou plusieurs Calidus doivent soustraire 2 à leur test psychique et d'abjuration quand ils effectuent les tests. C'est fort. Super fort. C'est fort en perturbation. Sachant que je vous rappelle que le Smite, c'est une portée de 18. En fait, c'est pile poil parfait pour embêter tous les pouvoirs psy, normalement, à part Jens, parce que Jens fait plus loin, mais toutes les armées à part 1 ou 2 codex seront embêtées. C'est pas tout, puisqu'il va aussi avoir Ethereum qui fait que les attaques qui ciblent cette figurine sont résolues comme si l'attaquant avait une caractéristique de CC ou de CT de 6+. Sous-entendu, il sera toujours touché sur du 6 au corps à corps au tir et qu'il n'est pas ciblable par un châtiment, sauf quand tu es de 18 à 24 pour nos amis les Thousand Sun. Ça reste super fort. Il existe des unités, comme on a vu tout à l'heure le Vindicaire, qui eux touchent toujours sur du 2. En fait, ça prend le pas sur la règle du Culexus. Donc, à part quelques unités qui vont pouvoir bypasser cette règle-là, c'est fort contre 99,9% des datasheets qui existent actuellement. Yes, et pour 85 points, ça sera systématiquement rentable puisqu'on devra claquer beaucoup plus de ressources pour le tuer. Ensuite, il va avoir la règle drain de vie. On ne peut effectuer aucun jet de sauvegarde contre les attaques d'armes de mêlée de cette figurine, sauf s'il s'agit d'une sauvegarde invulnérable. On se souviendra donc qu'il va quand même faire 4 attaques sur du 2+, de force 4. Ça peut quand même grappiller quelques PV à un petit perso. C'est ça, c'est un peu l'inverse de la Calidus qui faisait pas d'invue. Lui, il fait pas de sauvegarde mais d'invue. Donc du coup, c'est l'inverse, c'est rigolo. Cet assassin, pour moi, est le moins efficace au close. C'est vraiment un assassin de soutien. On s'en rend vraiment compte lorsqu'on regarde ces deux stratagèmes. Surtout un, en fait. L'aura spirituelle est vraiment un stratagème qui sera dur à appliquer, parce que la portée, c'est de 3 PS. On l'utilise au début de la phase de fight. Donc ça veut dire que c'est pas quand on charge, c'est lorsqu'on a fait ses charges avant de taper. Il faudra qu'il y ait un adversaire dans les 3 pas, au moins un. Et du coup, toutes les unités adversaires dans les 3 pas taperont en dernier. Ça coûte 2 chamallows, c'est un peu cher. C'est compliqué parce qu'il faut 3 pas par rapport au perso. Donc c'est-à-dire que toutes les unités adverses frapperont en dernier. Donc dans certains contextes, ça veut dire que on va pouvoir taper avant, tuer le mec qui nous a chargé pour 2 PC. C'est fort, c'est dur à appliquer. C'est pas si dur à appliquer en défensif, puisque on rappelle qu'ils sont sur des socles de 25 et qu'ils peuvent faire une intervention héroïque, puisqu'ils ont quand même le keyword personnage. Donc en fait, tu le mets par exemple dans une ligne de custo. Le mec, vas-y, charge-moi, Coco. Tous mes custos vont taper avant toi. Alors en fait, pourquoi je dis que c'est dur à appliquer, c'est que il existe le même pouvoir dans d'autres codex. La portée de 6, bon, ça ne marche que sur une seule unité adverse, et pourtant on ne le verra pas tout le temps parce que le mec va essayer de se bien placer avec les règles de charge, de mouvement, pour le bypasser. Donc un bon joueur va toujours essayer de filouter pour pas se le prendre. Mais potentiellement, c'est très fort parce que c'est tout le monde. Donc faut faire attention à ça. C'est vrai. Ensuite, son deuxième stratagère, ça va être regard du paria. Je te fais peur. Il est assez marrant parce qu'il va transformer tous les dégâts qui sont dégâts 1 de toutes ses armes en dégâts D3. Faut faire attention parce que lorsqu'on a un psychore à côté, donc il fait 17 tirs plus la grenade, et du coup tout le monde va avoir comme dégâts D3. Donc ça peut vite faire la blague contre des unités qui sont multi-PV de se prendre plein de blessures d'un seul coup. On rappellera donc quand même que si le gars tire sur un psycheur qui est à 18 pouces, ou un de ses potes, mais le fait est que là on va prendre l'exemple d'un sniping de psycheur, il fera des 6 tirs de force 5 PA-4, dégâts D3. Ça rigole pas des races quand même. Pour un PC. En fait, c'est situationnel, mais ça peut vraiment débloquer la game. Un Magnus qui se balade, un psycheur ennemi, et boum. Carrément, ouais. Franchement, on vient de faire le tour des 4 assassins, et il n'y en a pas un que t'as pas envie de jouer dans chacune des situations qui peut t'arriver sur la gueule. Donc c'est vraiment la polyvalence en fait. Les assassins ont toujours été polyvalents, et maintenant, vu qu'on peut pour un chamallow invoquer celui qu'on veut, c'est vraiment le couteau suisse qui manquait à certaines armées de l'Imperium. Je trouve ça fort, pas forcément overcheaté,
parce que quand même c'est qu'un perso qui est quand même assez fragile, hein. Ils n'ont pas non plus beaucoup de PV, ils ont un slip et une invue à 4. Ça apporte de la fraîcheur. Tous ceux qui les avaient, parce que qui ont acheté le jeu avec les 4 figurines, disaient oui, bon, avec l'index c'est sympa, mais il y a mieux. Bah, ils vont pouvoir les ressortir, parce que les figues sont belles, on va en profiter pour les jouer. Elles sont jouables, elles ont des stratagèmes plus ou moins bien, mais pas nuls. Donc ils seront forcément utilisables dans certains contextes. Il n'y a rien à jeter vraiment en fait. Eh ben, tu vois, je rejoins complètement ce que tu dis et je dirais même que pour quasi n'importe quelle armée de l'Imperium, les 85 points sont systématiquement rentables. Tu mets ça dans ta liste et quel que soit ton cercle de jeu, en assaut, avec un pote, en tournoi, et tu sauras en fait lequel choisir. Pour le coup, c'est super cool, ça prend pas beaucoup de place et ça va vraiment être le petit truc qui va assaisonner ta liste en fait, quasi systématique. C'est ça, je pense qu'on va en voir pas mal. En termes de combos, d'options de jeu par rapport au codex assassin, je verrai toujours une Calidus parce qu'elle est là pour casser les couilles du mec en face et j'adore ça. Emmerder le mec au point, et elle est parfaite pour ça. Avec elle, 2 Vindicaires. Pourquoi? Parce que bien placé en ciseaux, on peut voir plein de choses, et on aura pour un PC 3 tirs qui peuvent tuer 2-3 persos, tuer des grotesques, tuer des persos un peu résistants, des unités un peu embêtantes, c'est top, pour pas très cher. Hein. Et après de l'Eversor en combo pour déblayer au close. Donc au final on peut en avoir 3, une Calidus, 2 Vindicaires, et pour un Chamelot au besoin, on peut prendre un autre assassin. C'est pas mal, ou juste 4 avec Eversor, Calidus, Vindicaire, c'est sympa. On a donc fait le tour de la lecture et de l'analyse de ce mini codex du White Dwarf de Mars. Un grand merci à toi Mike de m'avoir aidé à déblayer tout ça. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera dans la description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers. Salut les Wargamers. Non, c'est moi ça. C'est moi. Salut les Wargamers. Aujourd'hui avec Evie, nous allons parler de codex Officio Narum. Officio. Ah, t'as vérifié. Ah oui, parce que du coup, c'est chiant. Salut les Wargamers. J'aime bien parler. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Studio, votre chaîne d'un rapport de bataille tuto et la peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mike pour la lecture et l'analyse du codex Officio. C'est compliqué, hein. Pour la lecture et l'analyse du codex Officio As. Pour la lecture et l'analyse. Pour toutes les armées de l'Imperium. Putain, t'es bon. Putain, il est bon, j'aime ça. J'aime travailler avec ce gars. Mais ça peut vraiment perturber les plans adverses. Je pense que la Mélacade vient du graphiste. Excuse-moi. Ça c'est pour Monsieur Eversor. Après l'autre il a une grosse tête, Acaidus, c'est ses boobs. Hein. Je pense que elle doit faire. Tu vois, tu veux la frapper, puis désolé loupé, un vu à 4. T'aimes ça encore plus que la tequila? En même autant, au même niveau. Enfin tu sais, moi une fille qui emmerde le monde, je kiffe. Je sais, j'ai du mal dans ma vie. Au revoir futur joueur de 40K. C'est à plus les Wargamers.